La République démocratique du Congo est l'un des pays les plus riches du monde en ressources naturelles. Cobalt, cuivre, coltan, lithium, or, diamant, uranium, terres rares. Ces minerais ne sont pas seulement des pierres précieuses cachées sous terre. Ils alimentent les smartphones, les véhicules électriques, les batteries, les énergies renouvelables, les technologies militaires, les ordinateurs et l'économie numérique mondiale. Certaines estimations évaluent la richesse minérale de la RDC à environ 24 000 milliards de dollars. Alors une question s'impose. Pourquoi un pays aussi riche sous terre reste-t-il si pauvre au-dessus du sol? Ce paradoxe n'est pas seulement économique. Il est historique, politique, social et mondial. La RDC n'est pas pauvre parce qu'elle manque de richesse. Elle reste pauvre parce que les systèmes qui entourent ces richesses ont trop souvent échoué à servir son peuple. Pour comprendre ce paradoxe, il faut d'abord regarder la place réelle de la RDC dans le monde. Le pays est central dans la transition énergétique mondiale. Le cobalt congolais est utilisé dans de nombreuses batteries de véhicules électriques. Le cuivre est essentiel pour l'électricité, les infrastructures et les technologies propres. Le coltan est lié à l'industrie électronique. L'or, les diamants, l'étain, le tungstène et d'autres minerais renforcent encore l'importance stratégique du pays. Dans un système juste, cette richesse devrait financer des routes, des écoles, des hôpitaux, de l'électricité, des emplois qualifiés, des entreprises locales et une industrialisation nationale. Mais, dans la réalité, une grande partie de la valeur quitte le pays avant de transformer la vie quotidienne des Congolais. Le premier problème est historique. Sous la colonisation belge, l'économie du Congo a été organisée pour extraire les ressources, pas pour développer le pays. Les infrastructures étaient conçues pour transporter les matières premières vers l'extérieur. Elles n'étaient pas pensées pour connecter les communautés, renforcer le marché intérieur ou construire une économie nationale équilibrée. L'éducation des Congolais a été limitée. Les compétences industrielles n'ont pas été développées à grande échelle. La propriété locale des grands secteurs économiques n'a pas été encouragée. Lorsque le Congo est devenu indépendant en 1960, il a obtenu la liberté politique, mais il n'a pas automatiquement hérité d'une économie solide, juste et prête à servir sa population. Le modèle colonial a laissé une structure dangereuse. Les richesses sortirent du pays, tandis que les capacités locales restaient faibles. Ce modèle n'a pas complètement disparu. Il a souvent pris une forme moderne. Les minerais quittent encore le territoire. La transformation se fait ailleurs. La fabrication se fait ailleurs. Les profits les plus élevés sont captés ailleurs. Le deuxième problème est la gouvernance. Les ressources naturelles deviennent une bénédiction seulement lorsque les institutions sont fortes. Il faut des contrats transparents, une fiscalité équitable, une justice indépendante, un contrôle public rigoureux et une gestion responsable des revenus. Sans cela, les minerais peuvent devenir une source de corruption, de conflits et de dépendance. En RDC, les revenus miniers n'ont pas toujours été utilisés pour améliorer la vie des citoyens. Une partie importante de la richesse a été perdue à travers des contrats opaques, la faiblesse de la régulation, l'évasion fiscale, la corruption et la capture de l'État par des intérêts privés. C'est pourquoi des communautés peuvent vivre près de mines extrêmement rentables, tout en manquant d'eau potable, d'écoles, de centres de santé, de routes et d'électricité. Voilà la contradiction la plus douloureuse. Les populations voient les camions partir avec les minerais, mais elles ne voient pas la même valeur revenir sous forme de services publics. Le troisième problème est le manque de transformation locale. Un pays ne devient pas riche simplement en exportant des matières premières. Il devient prospère lorsqu'il transforme ces matières premières en produits à plus forte valeur. Le cobalt brut a une valeur, mais les produits raffinés, les batteries, les composants électroniques et les véhicules électriques créent beaucoup plus de richesses. La RDC fournit les minerais, mais d'autres pays raffinent, fabriquent, vendent et contrôlent les marchés les plus rentables. Cela signifie que le pays reçoit seulement une partie limitée de la valeur finale, créée à partir de ses propres ressources. Ce n'est pas seulement un problème congolais, c'est un problème du commerce mondial. La transition verte ne peut pas être vraiment juste si les pays riches utilisent les minerais africains pour produire une énergie propre, pendant que les communautés minières vivent avec la pauvreté, la pollution, l'insécurité et des emplois précaires. Le monde veut des voitures électriques propres, mais les travailleurs et les familles qui vivent dans les zones minières ont aussi besoin d'une vie digne. Ils ont besoin de sécurité, de salaires justes, d'écoles, d'hôpitaux, d'eau propre, de droits respectés et d'un environnement protégé.
Le quatrième problème est le manque de compétences techniques et industrielles à grande échelle. L'exploitation minière ne consiste pas seulement à creuser la terre. Il faut des géologues, des ingénieurs, des métallurgistes, des juristes, des économistes, des comptables, des spécialistes de l'environnement, des négociateurs, des experts en logistique et des gestionnaires industriels. Sans ces compétences, le pays dépend fortement d'entreprises étrangères pour les parties les plus techniques et les plus rentables de la chaîne de valeur. Des Congolais travaillant dans le secteur minier, mais trop souvent dans des fonctions moins bien payées, moins protégées ou moins stratégiques. Le pays exporte donc ses minerais, mais il importe aussi l'expertise. Pour changer cela, la RDC doit investir massivement dans l'enseignement technique, la formation professionnelle, les universités, les écoles d'ingénieurs, la recherche scientifique et la formation des négociateurs publics. La plus grande richesse de la RDC n'est pas seulement le cobalt, le cuivre ou le coltan. La plus grande richesse du pays, c'est le peuple congolais. Un enfant qui va dans une bonne école peut devenir ingénieur. Un jeune formé peut devenir entrepreneur. Une administration compétente peut mieux négocier les contrats. Une population en bonne santé peut construire une économie plus forte. Le cinquième problème est le conflit. Dans certaines zones de l'Est du Congo, les minerais ont été liés à des groupes armés, à la contrebande et à l'instabilité régionale. L'or, le coltan, l'étain et le tungstène ont parfois servi à financer la violence. Ce cycle est destructeur. Les groupes armés cherchent à contrôler les zones minières. Les revenus issus des minerais financent les armes. Les populations sont déplacées. L'autorité de l'État s'affaiblit. Les routes deviennent dangereuses. L'exploitation illégale s'étend. Les recettes publiques disparaissent. Et ce sont les civils qui paient le prix le plus lourd. Derrière les chiffres, il y a des familles qui perdent leur maison, leurs terres, leur commerce, l'éducation de leurs enfants et leur sécurité. C'est ici que l'expérience vécue devient essentielle. Pour beaucoup de Congolais, la richesse minérale n'est pas une idée abstraite. C'est une réalité visible, mais inaccessible. Ils voient les minerais sortir, ils voient les entreprises fonctionner, ils entendent parler de milliards. Mais dans leur quotidien, ils doivent encore chercher de l'eau, payer des soins difficiles d'accès, marcher sur des routes dégradées ou vivre dans l'insécurité. Ce paradoxe crée une blessure profonde. Un pays peut être riche dans les statistiques, mais pauvre dans l'expérience vécue de ses citoyens. Alors, quelles sont les solutions ? La RDC a besoin d'une stratégie nationale de transformation, pas seulement d'une stratégie minière. Premièrement, le pays doit augmenter la transformation locale. Il ne suffit plus d'exporter des minerais bruts. Il faut développer le raffinage, la transformation industrielle, les zones économiques spécialisées, l'énergie disponible, les routes, les chemins de fer, les ports secs, les compétences et les partenariats régionaux. Cela ne se fera pas en un jour. Mais sans transformation locale, la RDC continuera à perdre la plus grande partie de la valeur. Deuxièmement, les contrats miniers doivent être transparents. Les citoyens doivent savoir qui possède les licences, combien les entreprises paient, quelles exonérations fiscales existent, quelles obligations sociales sont prévues et où vont les revenus publics. La transparence n'est pas un détail administratif, c'est la base de la confiance nationale. Troisièmement, les communautés locales doivent bénéficier directement de l'exploitation minière. Les zones minières doivent avoir des accords clairs sur les écoles, les centres de santé, l'eau, les routes, les emplois locaux, les compensations, la protection de l'environnement et la consultation des habitants. Les communautés ne doivent pas être traitées comme des obstacles. Elles doivent être reconnues comme des titulaires de droits et comme des partenaires du développement. Quatrièmement, le secteur minier artisanal doit être formalisé. Des millions de personnes dépendent directement ou indirectement de l'exploitation minière. Ignorer ce secteur ne le fera pas disparaître. La formalisation peut améliorer la sécurité, réduire le travail des enfants, renforcer la traçabilité, augmenter les recettes publiques et protéger les travailleurs contre les abus. Cinquièmement, la paix doit devenir une priorité économique. Aucun pays ne peut se développer durablement lorsque des communautés sont déplacées, lorsque les routes sont dangereuses et lorsque des groupes armés contrôlent des zones de production. La stabilité dans l'Est du Congo n'est pas seulement une question humanitaire. C'est aussi une condition essentielle du redressement économique national. Mais malgré ces défis, les opportunités sont immenses. La demande mondiale en minerais stratégiques va rester forte avec la croissance des véhicules électriques, des technologies numériques, des réseaux électriques et des énergies renouvelables. Cela donne à la RDC un pouvoir stratégique. Le pays peut utiliser cette position pour négocier de meilleurs contrats,
attirer des investissements industriels, développer des chaînes de valeur locales et renforcer sa souveraineté économique. Mais cette souveraineté doit servir le peuple. Elle ne doit pas devenir un nouvel outil d'enrichissement pour quelques élites. Elle doit devenir un levier de développement national. L'avenir de la RDC dépendra de sa capacité à reconnecter ses richesses naturelles à la dignité humaine. Cela signifie une meilleure gouvernance, de meilleurs contrats, une meilleure éducation, des infrastructures solides, une justice plus forte, des communautés protégées et des entreprises locales capables de participer à la création de valeur. L'histoire de la RDC ne doit pas être réduite à la pauvreté, au conflit ou à l'exploitation. C'est aussi une histoire de résilience. À travers le pays, des commerçants, des agriculteurs, des enseignants, des ingénieurs, des chercheurs, des jeunes entrepreneurs, des femmes leaders, des organisations de la société civile et des communautés continuent de construire, de résister et d'espérer. Ils ne demandent pas la pitié. Ils demandent la justice, la responsabilité et une chance équitable de bénéficier de la richesse de leur propre pays. La vraie question n'est donc pas de savoir si la RDC est riche. Elle l'est. La vraie question est de savoir qui contrôle cette richesse, qui en bénéficie, et comment elle peut enfin être utilisée pour construire un avenir meilleur pour les Congolais. Car la plus grande tragédie de la RDC n'est pas l'absence de richesse. La tragédie, c'est que cette richesse a trop souvent été séparée de son peuple. Et sa plus grande opportunité est de reconnecter cette richesse au développement national, à la dignité humaine et à la transformation industrielle africaine. Ici Africa Info Base, comprendre l'Afrique au-delà des gros titres.